Je vous propose 3 étapes. D'abord, on va faire un premier tour de table avec nos panélistes. Vous informer, Monsieur le Président, Monsieur le Président Buyoya, Madame la Ministre, que ce matin, nous avons eu des débats assez poussés, en direct, et qu'un des pays qui a été cité en exemple dans le modèle de pays qui est parti d'une crise profonde, le génocide au Rwanda, à être aujourd'hui un des pays leaders et pionniers de l'exemple du développement en Afrique. On échangera sur tous ces points. Ma première question va au président Pierre Buyoya. Vous avez été président de la République. Aujourd'hui, vous travaillez pour les diverses organisations internationales africaines, l'Union africaine, la francophonie. Comment vous percevez l'approche des jeunes face à la problématique des crises? Est-ce que vous pensez, comme l'a dit le président Alpha Condé, que la pauvreté, le manque de développement est le moteur principal de cette situation sur le continent pour les jeunes? Oui, je voudrais d'abord remercier les organisateurs et Africa 24 pour avoir choisi ce thème sur la jeunesse africaine. Je crois que sur le continent africain, c'est un défi largement partagé par tous les pays. Alors, pour répondre à votre question, je vais parler de mon expérience. L'expérience de mon pays, le Burundi, un petit pays dont la caractéristique est d'être très peuplé par rapport à sa surface. Nous partageons cette caractéristique avec les voisins rwandais. Nous avons une densité au kilomètre carré de près de 400 personnes, dans 400 habitants. C'est une densité presque urbaine dans le monde rural. Alors là, généralement, le jeune Burundais qui va à l'école primaire et qui, après le primaire, ne peut pas continuer. Dans le passé, il retournait travailler à terre. Aujourd'hui, c'est devenu impossible. Nous avons donc une masse de gens, une masse de jeunes désœuvrés, dont l'avenir est complètement bouché. C'est comme ça que la situation se présente là-bas. Et je peux témoigner aussi que cette jeunesse a largement participé dans toutes les crises qu'il y a dans le pays. Parce que une jeunesse nombreuse, une jeunesse aujourd'hui, comme a dit le président Condé, très informée sur ce qui se passe dans son pays, ce qui se passe dans le monde, une jeunesse très sensible aux sollicitations des hommes politiques, des seigneurs de guerre, des chefs religieux, ceux-là qui prêchent tous les extrémismes. Donc cette jeunesse, pour aller droit à la réponse à votre question, c'est elle qui est actrice dans toutes les crises que nous voyons, que nous avons connues dans mon pays, que nous avons connues dans les Grands Lacs, que nous connaissons aujourd'hui en Centrafrique. Si vous allez voir qui est Seleka, qui est combattant de Seleka, ce sont les jeunes Centrafrique. Qui est combattant des autres races, ceux-là qui ont réagi, les anti-Baraka, ce sont ces jeunes-là, désœuvrés, et qui, évidemment, s'ils parviennent d'une manière ou d'une autre à avoir une Kalachnikov à main, pour eux, ça devient presque le diplôme. Et quelque chose qui va les aider à accéder à ce quoi ils ne pouvaient jamais rêver. Donc c'est ce que nous voyons dans tous ces pays là-bas. Aujourd'hui, le Sahel, encore une fois, le président Alpha Condé l'a dit, le terreau du terrorisme, c'est la pauvreté. C'est démontré. On a mis des experts pour étudier spécialement la situation dans le Sahel. Et ces experts
sont arrivés à la conclusion qu'il y a 3 défis auxquels fait face la région du Sahel. C'est la sécurité, les problèmes donc, de sécurité, de gouvernance et de développement. Et on a insisté qu'il y a une liaison très étroite entre la sécurité et le développement. Si on ne parvient pas à trouver des opportunités à ces populations dans ces pays-là, particulièrement ces pays, ces populations éparpillées dans ces pays du Sahel, au nord et au sud du Sahara, loin des capitales, qui n'ont pas accès aux ressources, qui sont régulièrement victimes de calamités naturelles diverses. Si vous ne trouvez pas quelque chose pour les occuper, ces gens-là, ils vont répondre, ce seront les premiers acteurs dans tout ce qu'on appelle le terrorisme, le narcotrafiquant, ainsi de suite, parce qu'ils se battent pour la survie. Donc il y a une liaison très étroite entre les crises et cette situation de développement. Alors je vais terminer par mon expérience personnelle. Conscient de cette situation, quand j'ai quitté les fonctions de chef d'État au Burundi, j'avais décidé de créer une fondation, la Fondation pour la paix et le développement. Et l'objet de notre fondation, c'est quoi? C'est la formation des jeunes au métier. En particulier ces jeunes-là qui n'ont pas la chance de continuer les études à l'université et plus loin, pour qu'ils puissent apprendre un métier. Donc pour dire que je suis vraiment heureux que vous ayez choisi ce thème, et je dis, ça ce sont des petites initiatives à l'échelle des individus. Mais je pense que les États africains devraient investir fortement dans la jeunesse, en particulier dans la formation professionnelle. C'est tout un programme. Ça ne va pas se faire sur une année ou deux. Il ne faut pas que les gens soient impatients. Il faut le voir à long terme et l'inscrire dans des politiques durables. On a vu aussi que cela n'est pas suffisant. Il y a des pays qui ont fait des efforts. Il y a quelques années, on nous disait par exemple qu'un pays comme la Tunisie était parmi les plus avancés, le taux de croissance, l'éducation et tout ça. Je crois que dans ce développement, il faudrait aussi faire attention que ce soit un développement équitablement partagé. Là-bas, il semble que ce qui s'est passé, c'est ce problème-là, qu'il y a des gens qui ont fait des progrès, mais que d'autres qui se sont sentis laissés sur le carreau, et ce sont ceux-là qu'on a vu notamment aller jusqu'à des actes de sacrifice suprême. Ce développement équitable dont vous parlez, un pays en est l'exemple sur le continent aujourd'hui, d'être d'abord un développement équitable, un développement partagé, au bout de 20 ans, où on commence par un génocide et on devient un modèle. Comment expliquer cette transition du Rwanda qu'on a vu ce matin dans cette conférence et dans ces débats? Et Madame la ministre, qu'est-ce que vous pouvez partager aujourd'hui avec nous de ce qui fait la valeur, la force du Rwanda et qui doit être un exemple pour le continent sur cet aspect? Merci Constant. Je voudrais aussi saluer l'opportunité de ce débat. On a besoin de plusieurs débats comme ça chaque année. Je ne suis pas à l'aise avec cette description du Rwanda comme un exemple, parce que nous avons encore du chemin. Mais nous sommes un pays qui a fait beaucoup de progrès. Je voudrais peut-être prendre une attitude un peu moins classique par rapport à la jeunesse et au développement. Le président Alpha Condé a parlé de l'emploi, de la formation. Le président Buyoya a parlé des risques du non-emploi, des questions très complexes de sécurité en Afrique qui automatiquement attirent les jeunes.
Et donc, partant de l'expérience de mon pays, plutôt que l'emploi, la sécurité, la formation professionnelle, moi je pense qu'il faudrait qu'on puisse inspirer la jeunesse. Il faut inspirer la jeunesse. Parce que la tâche est tellement lourde, elle est difficile. Vous avez évoqué des chiffres, ça fait un peu peur pour ceux d'entre nous qui sommes dans des postes de responsabilité politique. Quand on nous dit que d'ici l'année 2020, 3 sur 4, je pense, personnes en Afrique seront des jeunes, ça fait un peu peur. Donc, d'une manière réaliste, on peut créer des emplois, on peut saisir toutes les opportunités qui existent aujourd'hui pour la jeunesse, mais je pense qu'il faudrait qu'on s'engage dans une logique de dialogue, de discussion, et surtout, je pense, de la part des politiciens africains, d'inspirer notre jeunesse pour qu'elle puisse, à son tour, jouer un rôle important à saisir ces opportunités-là. Je vais vous dire ce qui s'est passé au Rwanda, c'est qu'après le génocide, on avait tout perdu. On avait perdu le pays, on avait perdu plus d'1 million de personnes. On avait un petit pays surpeuplé, comme le président Buyoya l'a dit tout à l'heure. Donc, il fallait qu'on se retrouve en tant que Rwandais, qu'on se retrouve en tant que nation, qu'on engage un dialogue franc et qu'on se dise, on a des difficultés énormes, qu'est-ce qu'on fait? Et je crois aujourd'hui que la jeunesse africaine a besoin de sentir de la part de ses dirigeants qu'ils font attention. Que la jeunesse africaine aujourd'hui, c'est un petit peu la même logique de développement. Ce n'est plus des slogans, ce n'est pas la jeunesse c'est l'avenir, puisque de toute façon la jeunesse c'est le présent avant l'avenir. Ce n'est pas la journée nationale de la jeunesse, quelquefois même une bombe à retardement, je n'y crois pas. C'est surtout de pouvoir mettre un défi devant la jeunesse africaine et leur dire, voici votre continent, voici les opportunités, voici ce que vous ne pouvez pas avoir, allez-y. Mais pour que cela se passe, il faudrait que nous, qui dirigeons, nous les politiciens africains, qu'on puisse créer un environnement qui inspire la jeunesse. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le président Alpha Condé. J'ai été chez lui il y a 2 ans. Et je sens qu'il essaye de trouver pour les jeunes Guinéens un moyen de s'en sortir. Et moi, je dirais, engageons les jeunes Guinéens autour du président, autour de leurs leaders des villages, qu'on puisse réfléchir ensemble. La solution viendra dans l'implication des jeunes eux-mêmes et encore une fois, dans un environnement qui leur permet de s'épanouir, d'innover, de saisir tout ce courant de la mondialisation. Je vais vous parler d'un jeune Rwandais un de plusieurs jeunes Rwandais qui m'a beaucoup fasciné. Un jeune de l'Université nationale du Rwanda, je pense qu'il était en 2e année, qui prenait le bus chaque fois de sa localité, une centaine de kilomètres pour aller à l'université, et qui a décidé un jour qu'il avait l'environnement qu'il fallait pour pouvoir commencer son propre business. Et ce jeune homme, aujourd'hui, ça lui a pris, je crois, 2-3 ans. Il a imité les sociétés de transport qui transportaient les étudiants de leur village à l'université au sud du pays. Et c'est aujourd'hui un jeune qui emploie plus de 100 personnes, qui a commencé une société de transport,
qui bien évidemment a beaucoup de clients étudiants. Et quand il raconte son histoire, ce n'est pas un miracle, mais c'est un miracle. C'est un jeune qui s'est dit, moi j'ai tout ce qu'il me faut, je vais en même temps finir mes études, mais je vais aussi me lancer dans les affaires, je vais prendre conseil, je vais apprendre comment préparer un dossier bancable. Et c'est une histoire incroyable. Et c'est un jeune qui a confiance, qui est inspiré et qui inspire les autres également. Donc, je pense qu'on se creuse un peu trop la tête avec la question des jeunes. C'est une question extrêmement sérieuse. Il y a beaucoup de jeunes et je pense quand on traverse l'Afrique, c'est surtout ces jeunes-là au bord des petits centres commerciaux dans nos villages qui semblent un peu perdus et ils sont très nombreux. Donc, pour moi, à mon avis, et donc d'après l'expérience générale du développement de mon pays, le Rwanda, il faut impliquer les gens, il faut impliquer les jeunes, il faut leur lancer le défi et leur créer un climat approprié. Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons faire un petit voyage dans ces défis, en commençant par la Guinée. Un bilan, quelque chose qui vous permet de poser un regard sur ce pays. On enchaînera par le problème de la formation tel qu'il est posé à travers un voyage en Guinée équatoriale. Et nous irons ensuite au Rwanda. On va rediffuser le petit sujet qu'on a passé ce matin, qui fait partie d'une expérience d'un journaliste de chez nous qui a passé 1 mois dans le pays à rechercher ses projets phares. Au terme de ces 3 films qui vont durer 5 minutes, on va faire un dernier tour de table pour clore la première partie de ces travaux et nous allons enchaîner ensuite sur le Media for Development. Donc, premier voyage sur la Guinée, je vous prie de regarder ces écrans et ce film. La Guinée, le développement par les jeunes. En 2010, retrouvant les chemins de la démocratie et du développement, après des décennies de turbulences, la Guinée s'est retrouvée devant un défi crucial, le développement par l'emploi des jeunes, un pari à relever par son président Alpha Condé. À la recherche de partenaires internationaux afin de bâtir les grands projets de la Guinée, le président de la République guinéenne a reçu le soutien de nombreux chefs d'État afin de mener à bien ses ambitions pour la Guinée. Depuis déjà plusieurs mois, M. Alpha Condé fait face à une situation difficile en Guinée qu'il a su redresser et je lui ai apporté le soutien de la France dans cette période qui s'ouvre après les élections législatives qui viennent de se tenir et compte tenu aussi des grands enjeux économiques qui concernent ce pays qui, on le sait, est riche. Novembre 2013 à Abu Dhabi, une conférence des investisseurs et des partenaires au développement de la Guinée a reçu près de 600 personnes intéressées par le potentiel que représente ce pays de l'Afrique de l'Ouest en matière d'investissement. Les projets sont nombreux et touchent tous les domaines, des infrastructures à l'énergie en passant par les mines. La Guinée est maintenant à l'aube d'une croissance accélérée et diversifiée. C'est une jeune démocratie avec un potentiel d'investissement hors norme qui a réalisé d'importants progrès. La Guinée engage une nouvelle phase de sa transformation, de celle de son émergence économique, basée sur les investissements massifs dans le secteur prioritaire. Ces investissements ne peuvent être réalisés que dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant avec les grands opérateurs et puissances économiques. L'emploi, et notamment celui des jeunes, symbolise le défi de ce développement. Les étapes pour y parvenir sont claires. Une politique d'éducation favorisant la formation professionnelle, l'intégration dans les entreprises et surtout le développement de micro-projets de référence pour augmenter le rythme de création d'emplois. C'est le véritable enjeu de ce siècle, c'est le véritable enjeu d'un pays comme le nôtre qui se développe, qui doit faire face à de nombreux projets de développement, notamment dans les mines, dans l'agriculture, au niveau des infrastructures. Et donc, ces compétences techniques qui manquent tellement sont à rechercher et à pourvoir. L'extraction des ressources minières, la production des denrées de première nécessité est la priorité des autorités guinéennes dans un premier temps afin de dynamiser l'économie. Mais pour certains observateurs, dans des secteurs tels que les mines et l'agriculture, un pas supplémentaire peut être franchi en assurant la transformation sur place des activités génératrices d'emplois et de revenus pour les populations. Cesser d'exporter les matières premières, créer des emplois, transformer nos ressources naturelles en produits finis,
exporter ses produits finis et être décideur sur le marché international pour les produits finis. C'est extrêmement important. Ça nous oblige à former, à faire donc du système éducatif le secteur clé, surtout la formation professionnelle, parce que nous avons beaucoup d'ingénieurs, nous avons des docteurs, mais nous avons des petits ouvriers, il manque la classe moyenne. 11 millions de Guinéens sont attentifs à cette politique de développement. Engagée sur cette voie, la Guinée doit concrétiser les paroles en actes, les promesses en réalité. Kigali, la capitale rwandaise, affiche en ce moment un visage autre que celui du début des années 90. Plusieurs infrastructures y sont réalisées. Beaucoup sont encore en cours de réalisation. Pour le gouvernement rwandais, l'objectif est clair, attirer de gros investisseurs. Depuis 2001, le président du Rwanda, Paul Kagame, a fait de la relance de l'économie sa priorité. L'environnement des affaires est de plus en plus favorable. Une politique que semblent apprécier de nombreux investisseurs, aussi bien locaux qu'étrangers. Si vous êtes un investisseur et vous investissez un minimum de 250 000 $, un projet de 250 000 $, on vous donne ce qu'on appelle un certificat d'investissement. Et c'est avec ce certificat-là qui vous permet d'avoir certains avantages fiscaux, comme amener l'équipement capitaux à 0%. On vous aide aussi dans la facilitation d'avoir les papiers, par exemple les permis de travail, le visa de résidence, tout ça se fait à Djibi. Donc c'est quelques avantages non fiscaux qu'on offre. Mais nous, on dit les opportunités au Rwanda, pour nous, ça c'est pour nous vraiment un avantage pour l'investisseur qui veut venir investir au Rwanda. Parmi les activités qui participent à la croissance de l'économie rwandaise figure en bonne position l'agriculture. Elle occupe 90% de la population. À Murindi, une ville située à 25 km de Kigali, un site de production agricole y est implanté. Ce domaine, installé sur 250 hectares, est spécialisé dans la production de fruits. Nous avons ici plusieurs types de fruits que nous cultivons. Par exemple, l'orange, les pommes ou encore la banane. Avant, la production était dans l'ordre de 250 tonnes chaque année. Mais maintenant, elle a presque doublé. Non seulement pour satisfaire la demande du marché intérieur, mais aussi et surtout pour l'exportation vers d'autres marchés, notamment dans la sous-région. Hormis les infrastructures et l'agriculture, le tourisme, les mines ou encore l'énergie constituent les piliers pour l'accélération de la croissance économique au Rwanda. À l'horizon 2020, le gouvernement souhaite amener le taux de croissance à 11,5%. Pour cela, un fonds dit Agasiro est créé et devrait permettre d'atteindre cet objectif. Depuis 2007, la Guinée équatoriale met en œuvre un plan stratégique de développement pour devenir un pays émergent d'ici 2020. C'est dans ce cadre qu'une importante réforme de l'éducation a été engagée la même année. Son objectif était de doter les établissements secondaires en matériel technique et d'augmenter le nombre de filières. Une coopération entre le monde de l'école et celui des entreprises a également été initiée. Plusieurs établissements de professionnalisation ont vu le jour, à l'image de celui de Bata. De la mécanique automobile à la maçonnerie, 12 filières différentes y sont répertoriées. La valeur ajoutée de ce centre est très importante. Vu que le pays détient une manne pétrolière, beaucoup veulent travailler dans le secteur, mais il y a une autre partie de jeunes équato-guinéens non négligeables qui souhaitent apprendre d'autres métiers. Nous avons beaucoup de construction dans le pays. Nous avons donc pensé qu'il faut se consacrer à la formation dans la construction. Mais aussi, nous sommes en train de penser à modifier un peu le module l'année prochaine en incluant des spécialités telles que la coiffure, l'esthétique et l'apiculture. Mais la demande pour accéder à ce type de formation reste forte. Depuis sa création en 2012, l'école enregistre plus de 2000 candidatures pour 500 places chaque année. Des centres comme celui-ci, il n'en existe encore que très peu sur l'ensemble du pays. La construction d'une nouvelle université à Bazoupou devrait toutefois permettre l'avènement d'une nouvelle ère pour l'enseignement supérieur. Maintenant que nous nous développons, nous devons accompagner cette croissance d'une base scientifique. Si notre développement n'a pas de base scientifique, elle ne pourra pas être durable. On ne peut pas planifier un développement durable tant qu'on n'a pas de base scientifique. Le rôle de l'investigation est fondamental. Actuellement, on parle de l'industrialisation du pays. Si elle ne passe pas par la recherche scientifique, nous serons objets d'une pâle copie
un relais inconscient de la technologie des autres. Sinon, c'est pas ça pour l'investigation scientifique. Pour le moment, les résultats de la réforme engagée se font surtout ressentir en milieu urbain. Un effort reste donc à faire pour que la majorité des Équato-Guinéens bénéficient d'une éducation de qualité. Comme vous avez pu le constater, nous passons d'Abu Dhabi, où il y a un investissement important, mais on se rend compte derrière, Monsieur le Président Alpha Condé, vous en avez parlé tout à l'heure, qu'il y a ce projet de société qui est basé sur la formation, qui est basé sur ce que la ministre a dit du Rwanda, sur l'inspiration des jeunes. Comment aujourd'hui, après le constat que vous venez de dresser, après cette demande de la jeunesse vers la formation, vers l'emploi, comment aujourd'hui vous voyez bâtir les prochaines étapes pour arriver à ce que vous recherchez pour cette jeunesse? Je pense que Abu Dhabi a été un tournant, parce que jusque-là, nous étions confrontés à deux problèmes. Résoudre des problèmes macroéconomiques, mais aussi sortir de la période de transition. Nous avons pu renouer avec les organisations financières internationales, nous avons obtenu le PPTE, nous sommes en programme jusqu'en 2014. Maintenant, il s'agit de passer à la deuxième phase, c'est-à-dire ce que je peux appeler la microéconomie, c'est-à-dire les investissements. Or, l'État ne peut pas être le principal pourvoyeur d'emploi. Il faut nécessairement développer des entreprises privées. Donc il faut créer, le rôle de la Guinée, de l'État aujourd'hui, c'est de créer un environnement favorable aux investissements privés, de développer le partenariat public-privé. Nous avons fait la réforme des services de sécurité, mais il nous reste à faire la réforme de la justice, parce que pour que les investisseurs viennent, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y ait la sécurité, il faut qu'il y ait la justice. Si au niveau de la sécurité, aujourd'hui l'armée guinéenne est devenue une armée républicaine, hier le peuple avait peur de l'armée, et dernièrement, lorsqu'il y a eu des événements de zéro Corée, c'est au camp militaire que les populations se sont réfugiées. Donc l'armée s'est réconciliée avec son peuple. Malheureusement, au niveau de la justice, il nous reste encore beaucoup à faire, et nous entamons maintenant la réforme de la justice, parce que c'est vrai que les salaires sont bas en Guinée, donc certains juges recourent à la corruption par nécessité, mais à d'autres par l'appât du gain. Donc nous allons changer les statuts des magistrats, former de jeunes magistrats. Donc la Guinée entame sa phase maintenant de transformation pour changer l'assiette de la ménagère. Parce que mon frère Bouya a dit qu'il faut du temps, mais la seule chose qu'il oublie, c'est que, comme dit chez nous, ventre vide n'a pas d'oreille. Et un sac vide ne peut pas se tenir debout. Donc nous avons tout sauf le temps, parce que quelqu'un qui n'a pas à manger, vous ne pouvez pas lui dire il faut du temps. Donc nous sommes confrontés. Et vous savez, les pays, on parle beaucoup des pays d'Asie, du Sud-Est, etc., qui ont fait des progrès extraordinaires, mais on oublie simplement qu'ils ont fait ces progrès sous des dictatures qui pouvaient donc imposer des conditions draconiennes. Nous avons le défi à la fois de développer le pays, mais dans un cadre démocratique. Donc, mais ce défi, si nous le réussissons, nous allons apporter, l'Afrique aura apporté sa contribution au changement du monde. Donc maintenant, comme j'ai dit à Abu Dhabi, investissement, investissement, investissement. C'est ce que je vais aller répéter à Davos en janvier. Très bien. Nous allons conclure maintenant cette première phase en vous annonçant, Monsieur le Président, Monsieur Pierre Bouya, Madame la Ministre, que nous allons travailler avec toute cette salle dans la deuxième phase sur un projet, un programme que nous souhaitons mettre sur pied dans le cadre de l'accompagnement de cette jeunesse africaine, le Media for Development. Zakaria Tiemtore du Burkina Faso nous rejoindra. Monsieur Serge Yannick Nana, le président de Financial, nous rejoindra. On échangera avec cette salle. Cette séance sera présidée par le président Pierre Bouyoya. Un compte rendu vous sera transmis. C'est un financement que nous recherchons dans le secteur privé pour développer des micro-projets sur le continent, dans tous les pays. Et je pense que votre présence ici, le seul souhait que nous avons, c'est que les résultats de ces travaux, comme on l'a vu avec la Fondation Pays Développement, se transforment réellement dans les prochains mois sur le terrain. Vous avez des engagements importants, donc je tenais à vous demander à la salle de rester sur place.
permettre au président donc de partir. Et ensuite, on continue nos travaux avec cette deuxième étape. Et je tenais aussi à vous dire que si nous sommes là, c'est grâce à Gratien Ngakouzi de la Maison de l'Afrique, IREA, qui a fait ce travail, mais aussi à Awa, qui est passionné beaucoup par le Rwanda et qui en fait son porte-drapeau. Et si nous sommes là, c'est aussi grâce à vous qui êtes présents dans cette salle pour nous accompagner dans cette réflexion et dans ces travaux qu'on souhaite concrétiser. Nous vous remercions beaucoup et on va passer à la suite de nos travaux.